Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de papotage, dans ce nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, je vous ai donné ma vision de ce qu'est pour moi la spiritualité et je vous indiquais qu'à mon sens, le chemin vers cette spiritualité ne peut se faire sans un minimum de connaissance de soi et que le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz m'avait vraiment aidé sur ce plan. C'est donc naturellement que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui ces 4 fameux accords Toltec. Pour commencer, je vais tenter de vous expliquer d'où viennent ces accords. Pour préparer au mieux cet épisode, j'ai bien sûr relu le livre. Et dès les premières lignes, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'avais acheté à l'époque comme un livre sur le développement personnel et je ne m'étais pas rendu compte de sa dimension spirituelle. Dès le premier chapitre, Miguel Ruiz s'adresse au lecteur avec cette phrase « Le véritable amour est inconditionnel ». Et c'est drôle parce que cette dimension, je ne l'ai pas du tout conscientisée à l'époque. J'étais encore loin de tout ça et je n'ai retenu que les accords en oubliant le reste. Je pense que l'univers commençait déjà à m'envoyer quelques signes, quelques messages. Ces 4 accords nous ont été transmis, comme le titre l'indique, par les Toltecs. Comme pour beaucoup d'anciennes civilisations, il y a des mythes, des légendes qui s'entremêlent avec une réalité historique, et même cette réalité historique, elle est souvent controversée. Je ne sais pas si ce que nous dit Ruiz de cette civilisation est exact ou pas, et finalement ça n'a pas d'importance, le fait est que le message est puissant et que c'est tout ce qui importe. Donc pour Miguel Ruiz, les Toltecs ont existé il y a des milliers d'années et c'était un peuple qui possédait une sagesse ancestrale, une connaissance ésotérique qui s'est transmise de génération en génération jusqu'à lui, Don Miguel Ruiz, et bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, elle est plutôt décrite comme un mode de vie qui est censé apporter le bonheur. Alors pourquoi ces mots accords ? Pour bien comprendre les 4 accords, il faut d'abord réaliser comment l'humain fonctionne depuis la nuit des temps. Ce que je vous annonce là, c'est ce qu'on trouve dans le livre. Moi, je n'invente rien, mais bien évidemment, j'y adhère à 1000%. Et je précise que j'y ai volontairement enlevé la dimension ésotérique, donc je m'excuse d'avance auprès des puristes qui connaissent bien le livre, mais je pense qu'ainsi, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous saisirez plus facilement la pertinence de ce qui est avancé. Au cours de son évolution, l'humain a créé des règles, des tonnes de règles, et quand un nouvel humain naît, les parents ou éducateurs captent son attention et introduisent ces règles dans son esprit. Et ces règles, ces informations, ils l'introduisent dans l'esprit par la répétition. Et c'est comme ça qu'on a appris tout ce qu'on sait, en captant notre attention par la répétition, et toutes les règles transmises deviennent ainsi notre réalité, notre monde. Et ça commence par le langage. Le langage, c'est le code de compréhension et de communication entre les humains. Chaque mot de chaque langue représente un point sur lequel un jour on s'est mis d'accord. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, un jour on a dit ça s'appelle un livre. Ça s'appelle une table. Bon, ok. On a donné notre accord pour ça. Et par ce langage, par ces mots, on transmet les règles. Et depuis l'enfance, on a donné notre accord à ces mots, en croyant ce qu'on nous dit, sans réserve. On a donné notre accord à tout ce qui nous a été transmis, sans jamais penser à le remettre en question. On croit ce qu'on nous dit. On est en accord avec. L'enfant, il croit sans jamais remettre en cause. Il est en accord. Et ce système de croyance est si fort qu'il nous contrôle. C'est ce que Miguel Ruiz appelle le processus de domestication des humains. Alors concrètement, dans la vie, comment ça se passe ? Ce système de croyance, il commence, comme je vous l'ai dit, dès l'enfance. Dès la naissance, nos parents captent notre attention pour nous éveiller dans un premier temps, puis pour nous apprendre nos premiers mots, nos premiers pas, etc. Et nous, en retour, la première chose qu'on fait, c'est capter aussi leur attention. C'est primordial pour nous. On les sollicite sans arrêt parce qu'on a besoin de leur regard, de leur présence, mais surtout de leur approbation.
parce qu'on croit que leur approbation, c'est de l'amour. Les adultes, nos parents, éducateurs, professeurs, et puis plus tard les journaux, la télé, Internet, nos gouvernements, nos religieux, nous indiquent comment on doit vivre. On nous apprend des concepts comme par exemple ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, le bien et le mal. On nous dit qui on doit prier, pour qui on doit voter. On nous apprend à juger, on nous apprend la compétition, on nous dit ce qu'on doit penser, on nous dit même comment on doit s'habiller. Jupe pour les filles, pantalon pour les garçons. Et même avec quoi on doit jouer. Voiture pour les garçons, poupée pour les filles. Alors oui, vous allez me dire, c'est vrai que c'est en train de changer et c'est tant mieux. Mais néanmoins, ça reste encore bien ancré quand même. Si on obéit, si on fait bien, on obtient cette fameuse approbation tant attendue. On obtient une récompense par un bravo, c'est bien. On obtient un câlin, un baiser, des bonnes notes. Mais à l'inverse, si on fait mal, donc si on enfreint une règle, on est puni. Et ces punitions, elles peuvent être hyper violentes. Violence des mots, violence physique. Et ça, c'est pas trop cool la punition pour un enfant, il aime pas ça du tout. Et d'un coup, il a le sentiment de perdre l'amour de son parent. Donc pour éviter ça, on va se conformer aux désirs de nos parents et faire ce qu'ils attendent de nous, même si c'est pas ce qu'on veut. Alors on commence à jouer un rôle qu'on va tenir, puisque si on ne le tient pas, on a peur d'être rejeté et de ne plus être aimé. Si dans les croyances de mes parents, pour être gentil, je dois, je sais pas moi, faire du piano 3 fois par semaine parce que ma mère aurait rêvé de faire du piano, donc elle aimerait que moi aussi je fasse du piano, même si je n'aime pas ça, si ça ne me correspond pas, pour lui faire plaisir, pour avoir la récompense, je vais être d'accord avec ça. Et je vais commencer à me renier quelque part. Alors bien sûr, on a aussi appris à dire non. Donc on aura des périodes où on dira non systématiquement à tout. On aura ces périodes de rébellion où on exprimera notre désaccord par les pleurs puisque on ne sait pas faire autrement. On est trop petit pour ça. Donc les adultes diront qu'on fait un caprice. Mais non, on ne fait pas de caprice. On ne sait même pas ce que c'est un caprice. On essaie juste de s'exprimer avec nos moyens. Et nos moyens, à cet âge-là, c'est dire non et pleurer. Mais on n'est qu'un enfant. Et l'adulte est plus fort. Et il nous punit. Alors, à force, comme on a peur d'être puni et donc de ne plus être aimé, on fait comme il dit. Et on finit par devenir une gentille petite fille ou un gentil petit garçon. Et quand on me dit que je suis gentille ou pas gentille, ou trop ceci ou pas assez cela, moi ce que je comprends inconsciemment, c'est qu'on me juge. Et je finis par me juger moi-même sur la base de ces croyances. Et ces croyances, elles vont m'accompagner tout au long de ma vie. Elles vont me façonner et me contrôler. Et elles sont hyper puissantes parce que je leur ai donné mon accord. Je peux pas les remettre en question. Et j'ai peur même de les remettre en question parce que je sais pertinemment que si je les remets en cause, si j'enfreins une règle, je risque quoi? Je risque le jugement, la critique, le rejet. Et j'en ressentirai de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la haine, peu importe. Et puis finalement, je vais manquer de confiance en moi, je vais me sous-estimer. Et je vais pas m'aimer beaucoup, ou pas suffisamment. Alors là encore, c'est vrai, depuis quelques années, les choses, elles changent et elles évoluent dans le bon sens. On parle de plus en plus d'éducation positive et mon Dieu, mais tant mieux pour ça aussi. Même si c'est souvent moqué et décrié, justement par des personnes qui sont tellement ancrées dans ces fausses croyances qu'elles veulent surtout pas en sortir parce que ça met en péril tous leurs accords et ça, c'est juste pas possible pour elles. Mais malgré tout, tout doucement, les choses évoluent. Parce que, réfléchissons un instant, d'après vous, un enfant, il va se construire comment s'il entend régulièrement qu'il est nul, qu'il fera jamais rien de sa vie, ou qu'il est un peu trop gros, un peu trop maigre, ou non, il peut pas essayer de faire ça, il n'y arrivera jamais, c'est même pas la peine d'essayer. Alors qu'à l'inverse, s'il entend qu'il est beau, qu'il a de la valeur, qu'il est encouragé dans tout ce qu'il entreprend, et surtout qu'il est aimé, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, comment lui, il va se construire par rapport à l'autre? Les gens confondent souvent éducation positive et laisser tout faire, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'il ne faut pas laisser tout faire, l'enfant il a besoin de cadre pour se construire. Il doit se confronter aux refus et aux frustrations, mais dans un cadre bienveillant s'il vous plaît, pas dans un cadre humiliant ou dévalorisant. Donc pour résumer, on voit que pour la plupart d'entre nous, nous nous sommes construits sur des fausses croyances et sur la peur, et qu'à partir de là, nous avons renié notre personnalité pour nous conformer à ce qu'on attend de nous, à vivre en fonction du point de vue des autres, par peur de ne pas être aimé et par peur d'être rejeté. Et comment je peux m'estimer? Comment je peux m'aimer si j'ai renié ce que je suis? Et comment je peux aimer si je ne m'aime pas ou pas assez?
J'essaie d'atteindre la perfection de ce que je crois que ceux qui m'aiment attendent de moi. Mais ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc je me juge. Je me juge nulle, indigne, mauvaise. Et comme je me juge, je laisse aussi l'autre me juger, parce que je suis persuadée qu'il a raison. Donc je le laisse me juger, m'humilier, parfois même me faire du mal. Et à mon tour, je juge l'autre, bien sûr. L'autre qui n'est pas à l'image de ce que je voudrais qu'il soit, selon mes croyances, qui ne sont pas les siennes. Et je suis sûre, bien évidemment, d'avoir raison. Au cours de notre existence, et particulièrement dans notre enfance, on a conclu, sans en avoir conscience, des centaines d'accords qui nous ont façonnés et qui font la personne que nous croyons être aujourd'hui. Ces accords m'ont façonné, je m'y suis conformée. Ces idées, elles sont devenues des pensées, et mes actions, ma vie, mes choix, mes relations envers les autres, mais surtout envers moi, tout se fera à partir de ces pensées. Même si au fond de moi, je sens que certains de ces accords ne me rendent pas heureux. Alors, bien sûr que parmi tous ces accords, il y a des valeurs fondamentales, et il ne s'agit pas là de tout remettre en cause, car elles forment la structure de la société dans laquelle on vit, ce sont les piliers de ma maison, si je devais imaginer. Mais pour les autres, ça vaudrait peut-être le coup parfois de se poser des questions. Parce que qui peut dire à part moi ce qui est bien ou pas pour moi? Ce qui est mal ou pas pour moi? Qui à part moi? À partir du moment où je ne nuis à personne, où je ne blesse personne dans mes actes ou mes paroles, moi, il y a certains accords, je vais bien les examiner de près, et puis je pense que je vais les mettre à la poubelle. Je vais me poser la question et me dire, est-ce que c'est vraiment juste pour moi ça? Est-ce que c'est vraiment qui je suis? Est-ce que je suis vraiment trop bavarde? Est-ce que je suis vraiment trop ronde pour pouvoir mettre une robe moulante? Est-ce que je suis vraiment nulle parce que j'ai pas eu mon bac? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins intelligent? Eh oui, tout ça, ce sont des accords, des fausses croyances, qui parfois sont tellement ancrées en moi qu'elles m'empêchent d'être heureux, pleinement, et d'avancer dans ma vie. Et c'est là qu'interviennent nos amis Toltec. Ils nous ont donné la possibilité de changer nos fondations, de conclure d'autres accords, des accords qui ne sont pas basés sur la peur, des accords qui vont nous révéler et changer notre regard sur nous, sur l'autre et sur le monde. Les 4 fameux accords Toltec. Alors je vais commencer par parler du premier qui est selon Miguel Ruiz le plus important et pour moi aussi j'avoue. Et le premier c'est que votre parole soit impeccable. Alors, examinons-le d'un peu plus près, ce premier accord. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que votre parole soit impeccable? Alors déjà, petit focus sur la parole. La parole c'est quoi? En fait, on l'utilise tous les jours, mais on se pose jamais la question de qu'est-ce que la parole? La parole, elle nous permet de nous exprimer, de communiquer, de penser et donc de créer notre vie. Sans parole, sans langage, on n'est ni plus ni moins que des animaux. C'est par la parole qu'on exprime notre intention, nos sentiments, nos ressentis, nos envies, nos rêves, nos désirs, nos peurs, nos doutes. La parole est l'outil le plus puissant qui existe. Et selon la façon dont on l'utilise, même avec un seul mot, elle peut faire de votre monde un paradis, et à l'inverse, elle peut vous détruire et en faire un enfer. Et non seulement votre monde, mais aussi celui des autres. Et là, je vais prendre l'exemple que donne Miguel Ruiz dans le livre parce qu'il est tellement parlant. Hitler, par la parole, par les mots utilisés fondés sur des fausses croyances basées sur la peur, il a réussi à relier à sa cause et à manipuler des millions de gens. Et parmi ces gens, des millions d'entre eux étaient intelligents. Et le plus terrible, c'est que ces paroles, elles agissent encore sur certaines personnes aujourd'hui. Je ne veux pas faire de politique ici, mais écouter certains de nos leaders, ça fait un peu peur quand même. Et par ces paroles, il a quand même réussi à amener un grand nombre d'individus qui à la base n'étaient certainement pas plus mauvais que vous et moi, mais il a réussi à leur faire commettre des actes d'une atrocité et d'une violence sans nom. Les 2 émotions principales qui dirigent l'humain sont la peur et l'amour. Et c'est tellement facile de manipuler l'esprit de l'homme par la peur, bien plus que par l'amour d'ailleurs. Regardez Jésus, il n'a pas fait longtemps sur terre, et pourtant ses paroles sont les plus belles qui soient. Aimez-vous les uns les autres. Hitler, il a duré un peu plus longtemps, certes, mais surtout par la parole et la manipulation par la peur, il a engendré, alors quand je dis il, c'est pas lui tout seul évidemment, mais ce que la Seconde Guerre mondiale dont il est à l'origine a quand même engendré entre 40 et 60 millions de morts. Une simple parole, un seul mot basé sur la peur ou sur un doute, peut amener à des conséquences dramatiques.
Alors je vais prendre des exemples un peu plus légers, mais durant toute notre vie, nos parents, notre famille, nos collègues vont émettre des avis, des opinions sur nous, et des trucs parfois complètement anodins du style « Oh bah dis donc, qu'est-ce que t'écris mal, j'arrive vraiment pas à te lire. Hein. » Bah mon esprit, il va imprimer l'info, et bingo, à partir d'aujourd'hui, mais moi je suis convaincue que j'écris mal. La personne, elle aurait très bien pu dire uniquement « J'arrive pas à te lire. » Et ça se comprend. Mais t'écris mal. Sur quels critères ? C'est quoi une belle écriture ? Qui a décidé ce qu'est une belle écriture ? Alors là, bien sûr, c'est pas grave, mais souvent ce sont des paroles plus blessantes, plus violentes et qui nous poursuivent longtemps. Le plus courant, c'est qu'est-ce que je suis nulle ou qu'est-ce que je suis bête ? Et là, c'est tout simple, hein. Qui n'a pas entendu durant son enfance mais t'es bête ou quoi ? Et je vais bien me l'ancrer tout seul après, parce que à chaque fois que je vais faire une chose que je considère comme stupide, des trucs tout bêtes, hein, du style je mets ma machine à laver en route et j'ai pas mis de lessive. De suite, qu'est-ce que je vais me dire ? Mais qu'est-ce que je suis bête ? Mais quelle nouille ! Alors, expliquer comme ça fait sourire. Mais je vais vous donner un exemple concret d'une petite phrase anodine qui a eu des conséquences plus lourdes. Et ça se passe lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle où la consultante ne comprenait pas pourquoi elle était bloquée dans son évolution professionnelle. Elle était incapable de postuler à des postes supérieurs à celui qu'elle avait et elle ne comprenait pas pourquoi, et c'était l'une de ces problématiques dont elle m'avait fait part pendant l'entretien. Pour rappel, une séance d'hypnose transpersonnelle se déroule en plusieurs temps. Il y a d'abord l'entretien où le consultant me fait part des blocages ou situations dans sa vie dont il aimerait avoir un éclairage ou des réponses, puis l'hypnose en 2 parties. La première où on explore des vies antérieures ou un moment de la vie actuelle du consultant dans son enfance le plus souvent, puis la deuxième où j'interroge la conscience supérieure du consultant. Et durant cette séance, la consultante en état d'hypnose va justement en régression de sa vie actuelle et elle se retrouve à l'âge de 8 ans environ. Elle est en train de faire ses devoirs avec sa maman et elle a beaucoup de difficultés à apprendre ses leçons. Elle a du mal à les retenir. Et c'est un moment qui est très pénible pour elle. Et sa maman lui dit « Comment tu veux y arriver dans la vie si même ça t'arrives pas à l'apprendre ?» Et là, l'émotion cueille la consultante qui ne se souvenait plus du tout de ce moment de sa vie, mais qui a été suffisamment impactant pour elle et pour fragiliser sa confiance en elle. Et surtout, lui faire croire qu'elle ne pourrait jamais y arriver dans la vie. Et donc, elle ne postule pas, puisqu'elle croit qu'elle n'en est pas capable. Donc on voit bien l'effet préjudiciable des paroles qui ont été dites. Et certainement sans méchanceté d'ailleurs, la maman était peut-être fatiguée de sa journée, énervée, peinée même parce que sa fille n'arrivait pas à prendre ses leçons. Elle n'a pas réfléchi à l'impact que pouvaient avoir ses paroles. En fait, ce sont des habitudes à prendre. Plutôt que de dire à votre chair et tendre « Tu me saoules à jamais ranger tes fringues, t'es vraiment chiant ». Oui, ça peut être plus grossier même, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Transformez la phrase et dites simplement « Vraiment, le fait que tu ne ranges jamais tes fringues, ça me saoule ». Et là, ça change tout. Parce que ce n'est pas lui en tant que personne qui est saoulant. Ce n'est pas lui en tant que personne que vous remettez en cause, mais c'est son action. Donc il ne va pas se sentir attaqué. Et même, il pourrait éventuellement comprendre votre mécontentement. Et peut-être même qu'il finira par ranger ses fringues tout seul. J'ai dit peut-être, hein, c'est pas sûr. Je le dis avec humour, mais sur les enfants, c'est hyper important parce que lui, la seule chose qu'il va retenir, c'est qu'il est chiant. En changeant la parole, en réalité, ça ouvre au dialogue et bien moins à la colère. Combien de fois je vais me servir de la parole pour juger, me moquer, critiquer, médire, harceler même. Et là, des exemples, mais j'en ai des centaines. Parfois, par curiosité, je regarde les commentaires sous une vidéo, une publi, Insta ou Facebook, peu importe. Et sur n'importe quel sujet, ça peut aller d'une simple recette de cuisine à un partage de photos d'aménagement d'une maison, peu importe, aucun sujet n'échappe à la règle. Et c'est hallucinant le déferlement de critiques, de jugements, de haine même, pour un truc à la con comme une recette de gâteau au yaourt parce que la fille, elle a mis un pot au lieu de 2. Alors là, c'est un festival de jugements, de critiques, et ça va du mais vous ne suivez pas du tout la recette initiale, c'est scandaleux. Ou mais tu sais pas du tout cuisiner en fait. Ou vous auriez dû rajouter du sucre. Ça aussi, j'aime beaucoup les vous auriez dû. Et je vous passe les insultes grossières que j'ai pas du tout envie de vous répéter ici, mais oh, c'est juste une recette de gâteau que la dame, elle n'a pas fait comme vous. Mais le pire, c'est sur le physique des gens. Alors là, on atteint des sommets de méchanceté, moi ça me pulvérise. Vraiment, je le regarde pas souvent parce que
ça me bouleverse en fait, réellement, hein, vraiment, je le dis là sur le ton de l'humour, mais en réalité ça me bouleverse parce que je me dis mais c'est pas possible en fait, sur le nombre de commentaires, si j'en ai 10% qui sont bienveillants, le reste c'est que des insultes, mais comment on peut avoir autant de noirceur en soi, j'ai de la peine pour eux en fait. J'ai de la peine pour la personne qui les reçoit, mais j'ai surtout de la peine pour eux. Comment on a pu éteindre l'amour en soi à ce point-là? Alors vous allez me dire, c'est facile, derrière un écran, c'est anonyme, dans la vraie vie, ça se passe pas vraiment comme ça. Ben si, ça se passe pareil. On s'en rend pas compte, mais on fait la même chose. Quand on dit à son ami qui vient de trouver l'amour, « Ah, tu me fais chier avec ton bonheur, hein », si ça, c'est pas violent. Ou quand on dit à sa collègue qui arrive toute contente avec son nouveau pantalon et qu'on lui dit « Ouais, il est pas mal, mais il te boudine pas un petit peu ?» Bah ok, il me boudine, mais si moi j'aime bien, en quoi c'est pas bien? Moi j'étais super contente ce matin, j'avais mis mon pantalon tout neuf que j'aimais bien, bah, tu m'as bien ruiné ma journée. Ou encore quand on dit à sa copine ou sa collègue, peu importe, elle est pas un peu courte pour ton âge ta jupe? Ok, bah, il y a un âge limite pour porter les vêtements qu'on aime, il y a une loi, c'est écrit quelque part. Qu'est-ce que ça peut faire aux autres si moi j'ai envie d'avoir une jupe courte alors que j'ai 60 ans? La bienséance? Mais d'où? Elle est où la bienséance? Ou quand on se moque ouvertement ou en cachette d'une différence physique, des grandes oreilles, un grand nez, une tache sur le visage, peu importe. Non mais tu l'as vu l'autre avec ses grandes oreilles, on dirait le prince Charles. Ou quand on parle bien fort pour qu'elle nous entende et dire d'une personne un peu forte, bah dis donc, avec toutes les réserves qu'elle a, elle aurait pu se passer de manger une gaufre, elle, hein? Elle est pas assez grosse comme ça? Mais pourquoi, sous prétexte qu'elle est ronde, elle n'a pas le droit de manger une gaufre? C'est écrit où? Et qu'est-ce que ça peut faire si elle a envie d'en manger 4 à la suite en fait? En quoi ça gêne? Bon, j'arrête là mes exemples, vous avez bien compris le principe et vous avez compris aussi à quel point ça me touche. Vraiment, vraiment, vraiment. Réfléchissez, dans une journée ou allez, dans une semaine, au nombre de fois où vous dites des choses envers vous ou les autres, sans réfléchir à l'impact de vos paroles, ou que vous-même vous les recevez sans les remettre en cause. Et réfléchissez aussi quelles sont les paroles que vous avez entendues et qui vous impactent encore aujourd'hui. Essayez d'en prendre conscience. Et aussi les paroles que vous avez pu dire à quelqu'un. Alors, je dis vous, je ne m'exclus pas, hein, je vous rassure, même si j'essaie au maximum de faire attention, bien évidemment, je n'échappe pas à la règle. Ce dont on n'a pas conscience, c'est que, en humiliant ou en ayant des paroles blessantes, méchantes, empreintes parfois de jalousie envers quelqu'un, ben on se fait pas du bien non plus, parce qu'on ne se nourrit pas d'amour là. On se nourrit de trucs qui nous font pas vraiment du bien. Alors, s'il vous plaît, arrêtons. Arrêtez. Arrêtez de vous maltraiter. Arrêtez de vous juger, de vous critiquer. Arrêtez de vous dire je suis nul, je suis bête, je suis trop gros, je chante mal, je danse mal ou ah non, je peux pas, j'y arriverai jamais. Rappelez-vous que vous êtes le ou la seule à définir vos règles, vos critères. C'est pas les autres, c'est pas la société, c'est pas le monde, mais c'est vous. Soyez libre. Soyez libre de faire ce que vous voulez. À partir du moment où je ne nuis à personne, où je ne fais de tort à personne, je fais ce que je veux. Voilà ce que vous devez vous dire. Et je conçois que c'est hyper difficile parce qu'on vit justement dans une société jugeante, fondée sur des critères totalement subjectifs, et que nous validons tous en donnant notre accord. Mais justement, si on veut changer ça, ça ne tient qu'à nous. Et ça commence par être bienveillant envers nous-mêmes. Et ça, c'est super simple en fait, hein. Il suffit d'avoir une parole impeccable. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et de la première partie de ces accords. C'est déjà pas mal, ça fait déjà pas mal de choses à intégrer, donc je ferai un deuxième épisode pour les 3 derniers accords. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à mettre des étoiles, des petits pouces en l'air sur YouTube, à vous abonner à la chaîne également, et puis à me laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cet épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous.